On est grave. obligé. On est obligé, mais parce que, dans le fond, il est reconnu comme le meurtrier de toutes ces jeunes filles. Sauf qu'il s'aperçoit, grâce à son parfum, qu'au lieu de susciter un authentique sentiment de la part du public qui devrait être la haine, et là j'ai fait un parallèle avec Camus et l'étranger, eh bien, il suscite l'amour. Et donc, sa plus grande réussite, puisque c'est ça qu'il voulait, dans le fond, il le vit comme un échec, parce que il a l'impression que c'est pas lui. C'est toujours pas lui que le public aime. C'est toujours pas lui que le public reconnaît, identifie. Donc c'est un échec. Et donc il va repartir pour Paris. Il va remonter très très vite. La dernière partie, c'est un seul chapitre. Il va remonter très vite et il va se retrouver à Paris, non seulement dans le lieu où il est né, mais dans une journée tout à fait comparable à celle où il est né, au mois d'août, une journée extrêmement puante, parce que c'est une journée de grosse chaleur. Voilà. Et il faut qu'il revienne à ses origines, en quelque sorte. Pourquoi ? Et parce que peut-être que pour trouver son identité, il faut accepter de revenir à son origine, sur laquelle il revenait de temps en temps dans son salon pourpre. Il revient sur l'odeur de meurtrière, comme on dit, de sa mère. Mais il est quand même responsable de la mort de sa mère, d'une certaine manière. Si elle pensait qu'il allait mourir, elle a fait comme avec ses autres enfants, elle l'a jeté sous l'étal comme ça de poissonnerie. Et lui, bêtement, si j'ose dire, s'est mis à crier, déjà un premier cri. Et c'est parce qu'il a crié que tout le monde a dit, mais alors c'est une meurtrière, et qu'elle a fini en place de grève, exécutée. Et donc peut-être qu'il faut qu'il revienne à ce moment initial, dans le fond. On notera qu'il n'y a pas de père, si je puis me permettre. Et c'est vrai. Et c'est le cas de le dire, le moment revenir à l'origine, puisque la fin du roman se termine avec une disparition totale de Grenouille. Écoutez ce qui conduit à cette disparition. Le texte est lu par Georges Claes avec nous en studio aujourd'hui. Le petit homme, dans son habit bleu, s'était simplement trouvé là, tout d'un coup, comme s'il était sorti de terre, avec à la main une petite bouteille qu'il avait débouchée. C'était la première chose dont ils se souvenaient tous. Il y avait là un type qui débouchait une petite bouteille. Et ensuite, il s'était aspergé des pieds à la tête avec le contenu de cette petite bouteille et était apparu tout d'un coup inondé de beauté comme d'un feu radieux. Sur le moment, ils reculèrent, par respect, et parce qu'ils étaient stupéfaits. Mais en même temps, ils sentaient déjà que ce mouvement de recul était plutôt une matière de prendre leur élan, que leur respect se muait en désir, leur stupéfaction en enthousiasme. Ils éprouvaient une attirance pour cet homme qui avait l'air d'un ange. Un tourbillon terrible les aspirait vers lui, un flux irrésistible contre lequel nul homme au monde n'aurait pu s'arc-bouter, d'autant que nul homme au monde n'en aurait eu la volonté, puisque c'était la volonté elle-même que ce flux minait et entraînait dans sa direction à lui, en direction du petit homme. Ils avaient fait cercle autour de lui, à 20 ou 30, et resserraient maintenant ce cercle de plus en plus. Bientôt, le cercle ne put plus les contenir. Et ils se mirent à se presser, à se pousser, à se bousculer, chacun voulant être le plus près du centre. Et puis, d'un seul coup, le dernier blocage sauta en eux et le cercle craqua. Ils se précipitèrent vers l'ange, lui tombèrent dessus, le plaquèrent au sol. Chacun voulait le toucher, chacun voulait en avoir sa part, en avoir une petite plume, une petite aile, avoir une étincelle de son feu merveilleux. Ils lui arrachèrent ses vêtements, ses cheveux, lui arrachèrent la peau, le plumèrent, plantèrent leurs griffes et leurs dents dans sa chair, l'assaillirent comme des hyènes. Mais un corps humain comme cela, c'est coriace. Cela ne s'écartèle pas aussi simplement. Même des chevaux ont du mal à y arriver. Aussi, vit-on bientôt l'éclair des poignards qui s'abattirent et tranchèrent. Des haches et des couteaux sifflèrent en frappant des articulations, en brisant les os qui craquaient. En un instant, l'ange fut découpé en 30 parts et chaque membre de la horde empoigna son morceau et, tout plein de volupté goulue, se retira pour le dévorer. Une demi-heure plus tard, Jean-Baptiste Grenouille avait disparu de la surface de la terre jusqu'à sa dernière fibre. Quelle étrange scène de cannibalisme pour terminer ce roman, Guillaume Bardet.
Oui, je voudrais dire en commençant que il disparaît et qu'on finit, on lit les dernières lignes de ce roman, mais pour que les lecteurs futurs, éventuels lecteurs, sachent, c'est pas parce qu'on a lu les dernières lignes que faut pas lire ce roman. Rien n'est révélé du roman. Tout est relancé par rapport à ça, et cette disparition relance la quête, si je veux dire. Alors, cannibalisme, il y a le mot de horde qui est prononcé, qui peut évoquer la horde dont parle Freud, primitive en quelque sorte. Mais évidemment, on pense à autre chose avec ce cannibalisme et cet ange tombé du ciel, que ces fidèles, ces nouveaux fidèles en quelque sorte, se partagent dans cette communion. Et effectivement, les derniers mots du texte sont troublants puisqu'on dit que ils éprouvent un bonheur énorme, immense, parce que pour la première fois, alors que c'est vraiment la raclure de la société, les racailles, comme il est dit, pour la première fois, ils ont fait quelque chose par amour. Ce sont les derniers termes. Pour la première fois, ils avaient fait quelque chose par amour. Par amour. Autrement dit, manger quelqu'un, quand même. Il a suscité l'amour, voilà. Mais jusque à cette dévoration étrange, en effet, qui est bien sûr évoque une forme de communion, et on reste sur ce mystère et cette étrangeté dans le fond. C'est pour ça que je dis que la quête est relancée. Mais bien sûr, lui-même vise à cela d'une certaine manière, mais les choses ne sont pas plus expliquées que cela. Les fées de la légende, penchées sur le berceau, ont fleuri de lavande vos yeux et votre peau. J'ai deviné tous vos effets, ici l'empreinte du jasmin, par là la trace de l'œillet, et là le soupçon de benjoin. C'est l'odeur animale de l'humaine condition, de la sueur et du sale et du mauvais coton. Et voici qu'ils affleurent les fluves du trépas, l'odeur d'un corps qui meurt entre ses derniers draps. C'est avec Juliette, la chanteuse Juliette, sur l'oreiller que nous nous quittons. Guillaume Bardet, un grand merci à vous d'être venu nous parler des parfums de Suskind. Merci à vous. Je renvoie à votre commentaire de ce texte qu'on trouve aux éditions Ellipse et merci à Georges Kless d'avoir proposé ces lectures en direct. À bientôt. Le remerciement de Georges Kless passe par les yeux, je vous le décris, chers auditeurs. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, 10h48, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître et aujourd'hui, vous nous parlez de cinéma et de philosophie. Exactement, alors il vient de paraître pas vraiment, il était un peu passé entre les mailles du filet, il est paru il y a quelques mois, c'est un essai de Florence Gravas qui s'appelle La part du spectateur, essai de philosophie à propos du cinéma et c'est paru aux presses universitaires du Septentrion. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Bonsoir. S'il vous plaît, personne ne se lève pendant le générique. Tu rentres quand ? Moi aussi, je t'embrasse. Salut Pierrot. Bon. On nous envoie des vues de la maison. On a dû rester là un bon moment. La cassette fait plus de 2 heures. T'as pas une idée, toi, qui pourrait s'amuser à ça ? Caché, c'est le titre de ce film de Michael Haneke sorti en 2005 et c'est un drôle de titre si l'on s'en tient au seul fait qu'il s'agit bien d'un film qui par définition montre et doit être regardé. Toutefois un tel titre, Caché, révèle bien aussi ce que le film ne montre pas, ce qui reste en dehors du champ de la caméra. Voilà donc le paradoxe, si le cinéma montre certaines choses, il révèle aussi ce qui n'apparaît pas à l'écran, il montre ce qui n'est pas montré, comme par exemple les rouages techniques, les hors-champs et puis bien sûr les spectateurs. Alors voilà maintenant les problèmes que soulève parfaitement Florence Gravas dans son essai de philosophie à propos du cinéma, La part du spectateur. Que veut-on dire quand on propose d'aller voir un film ? Que voyons-nous en fait ? Que faisons-nous quand nous regardons un film ? Si nous, spectateurs, faisons partie du hors-champ et si nous, spectateurs, voyons à la fois ce qui est montré et non pas montré, alors sur quoi s'arrête au définitif notre regard ? En 2007, Pierre Bayard intitulait avec ironie un de ses essais « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?» Et loin d'être un livre de conseils, bien sûr, c'était plutôt une réflexion
réflexion sur ce que ça voulait dire d'avoir lu un livre. La lecture étant forcément une activité subjective, parfois partielle, parfois scolaire, mais souvent impossible à partager complètement. Et bien de la même manière, ce livre de Florence Gravas nous pousse à nous demander qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai dit « j'ai vu ce film ». A-t-on tout vu du film, ce qu'il y a à l'écran et ce qui est caché? A-t-on détecté ce qui n'apparaît pas à l'écran, les prouesses du réalisateur, des techniciens, les décors qui échappent volontairement? Ou en est-on resté à l'histoire et aux images qui défilent sur l'écran et peut-être manqué quelque chose? Truffaut lui-même confessait ne pas réussir à voir totalement les films d'Hitchcock. Alors qu'il voulait voir comment il les fabriquait, il restait pourtant captivé par l'intrigue. Eh bien, c'est nous qui sommes captivés par ce livre, Géraldine. Oui, il est passionnant. C'est donc l'essai de Florence Gravas, qui s'appelle Essai de philosophie à propos du cinéma, la part du spectateur. Et c'est aux presses universitaires du Septentrion. Ne pas confondre avec Costa Gavras, c'est pour ça qu'on fait le lapsus tout le temps. Exactement. Merci Géraldine et merci à l'équipe des Chemins, à Pierre Brossard qui a préparé cette émission et qui nous quitte aujourd'hui. Merci Pierre pour le travail accompli depuis le mois de septembre, ce travail si précieux qui va nous manquer. Mais heureusement, l'équipe des Chemins reste au complet. Évidemment, Antoine Ravon, Olivia Garrigue, Nicolas Bouteloup qui nous rejoint la semaine prochaine, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie à mes côtés, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Anthony Thomasson à la prise de son, Georges Claes qui était avec nous aujourd'hui en studio mais qui propose ses lectures cette semaine tous les jours et que vous pouvez retrouver en ligne évidemment, ainsi que cette émission si vous souhaitez la réécouter ou la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Nous sommes partenaires de Philosophie Magazine qui pour son numéro de décembre-janvier propose le dossier suivant, Suis-je l'auteur de ma vie? Comment reprendre en main son existence. Un numéro donc toujours disponible en kiosque ce mois-ci. Sur France Culture à 11h, vous retrouverez Florian Delorme. Bonjour Florian. Bonjour Adèle. Vous nous parlez des pirates cette semaine. Absolument, et aujourd'hui on va parler des parties pirates, pardon, pas évident à dire, les parties pirates. Parties pirates, bah oui, il faut le dire plein de fois comme panier piano. Exactement. Ouais, bon courage. Merci beaucoup, à demain. À demain sur France Culture. Tout de suite, votre feuilleton quotidien.